Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 9e étape du Tour de France. On va revenir sur le parcours de cette journée qui va pas être extrêmement passionnant. On en reparlera et puis on regardera la météo. Peut-être que là on aura un peu plus d'intérêt pour cette étape. Les favoris, le tourisme également et puis la gastronomie du côté de la région du centre Val-de-Loire. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette étape, quelle est votre grosse cote. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications sur les miniatures juste après la mise en ligne des vidéos. Ça me permet également de me soutenir et je remercie bien entendu les gens qui font cet effort de cliquer rapidement sur les notifications, les miniatures, de faire des super thanks. Et je rappelle que les super thanks ne sont pas obligatoires et c'est seulement si vous en avez les moyens. Étape numéro 9, eh bien je crois qu'on comprend avec cette étape que ASO ne connaît rien au cyclisme ou ne comprend rien au cyclisme moderne ou n'a pas envie de comprendre. Quand on voit la manière dont on a agencé cette étape, on veut qu'il n'y ait pas d'échappée. On ne veut pas d'échappée sur cette journée. Alors déjà, on n'a pas de classement de la montagne. Bon, je préfère qu'on n'ait pas de classement de la montagne parfois, plutôt qu'on trouve une côte à la con qui fasse 500 mètres à 3%, qui est juste un faux plat montant. Mais on se retrouve à avoir le même problème que depuis des années, depuis l'introduction de ce sprint intermédiaire unique. On n'a qu'une seule carotte dans la journée au final, ce sprint intermédiaire unique. Quand tu mets la carotte au bout de 20 km de course, ce qui permet complètement aux équipes de sprinteurs de contrôler cette portion-là d'épreuve, bah tu fais tout pour pas avoir d'échappée. Parce que ensuite, une fois qu'on a passé le sprint intermédiaire, il n'y a plus rien à jouer, à part la victoire d'étape. Il n'y a plus rien à jouer. Donc voilà. Ça va être une étape d'ennui. Alors il faut espérer du vent. En fait, il faut espérer du vent. Mais en réalité, qu'est-ce que tu vas avoir d'autre comme spectacle qu'un peloton complet pour le prix de la combativité? Le prix de la combativité, je crois que c'est 500 €. C'est que dalle. C'est que dalle en termes de prime de course, 500 €. Pour les invitations, faut aussi prendre en compte quelque chose au niveau des invitations. Sur les 5 équipes invitées sur ce Tour de France, 2 sont véritablement invités par l'organisateur, les 3 autres, c'est dû à des invitations liées à leurs résultats sportifs. Donc en fait, elles s'en branlent de... Enfin, c'est pas ça qui va les faire réinviter l'année prochaine. Les 2 seuls invités, c'est Uno X et Total Energy. Uno X a un sprinter, alors Total Energy n'en a plus avec Janière, ils ont Turgis, mais ça risque d'être compliqué. Mais en gros, il n'y a que Total Energy qui doit faire le show. Et Total Energy, ils savent que certainement, vu que l'an prochain, il n'y aura plus Arkea, qui seront invités. Donc qui va faire l'effort véritablement de partir en échappée pour la beauté du geste? Et puis, on est dans le cyclisme moderne, la beauté du geste, ça n'existe plus. On est pragmatique, il y a des objectifs derrière. Donc il n'y a pas d'intérêt à partir en échappée. À part pour un coureur qui voudrait se faire un nom, et encore, qui se souvient du coureur espagnol sur le dernier Giro qui s'est retrouvé seul en échappée, alors de l'étape 4 ou 5, je sais plus. Personne. Et pourtant ça fait un mois que le Giro s'est terminé. Donc voilà, on fait tout pour que personne parte en échappée et pour qu'il n'y ait pas de spectacle. Le problème, c'est que c'est un dimanche. C'est pas n'importe quelle journée. On est début juillet, on n'a pas encore passé le 14 juillet. Potentiellement en France, mais même peut-être à l'étranger, mais en France, les vacances en France, c'est surtout du 14 juillet, je dirais, au 15 août, que les gens prennent leurs vacances. Donc avant le 14 juillet, il n'y a pas grand monde en vacances. Donc les gens, ils peuvent regarder le Tour de France, surtout le week-end. En sachant que le Tour de France, vous avez des gens qui ne regardent que le Tour de France. Quel spectacle ils vont voir ce dimanche? Rien.
Rien du tout, il n'y aura pas de spectacle. Ils vont s'ennuyer. Là, très clairement, si vous avez le repas de famille du dimanche, ne l'annulez pas, hein. Il y a de grandes chances qu'il ne se passe pas grand-chose sur cette étape. Il faudrait qu'il y ait un miracle, quand même. Donc, ouais, voilà, c'est dommageable. Alors, impossible d'éviter un sprint, voilà, du côté de Châteauroux. Ce qui est une tradition à Châteauroux. Alors, Châteauroux, c'est marrant parce que pendant, j'ai envie de dire 50 ans ou 60 ans, on n'y passait jamais. Puis là, depuis 25 ans, c'est un peu comme Saint-Amand-Montrond, c'est devenu la ville à la mode. De toute façon, il faut savoir que dans l'Indre, c'est Châteauroux, dans le Cher, c'est Saint-Amand-Montrond. Il n'y a que deux villes qui accueillent des arrivées, hein, qui accueillent des étapes quasiment sur le Tour de France. Un peu tristoun. L'année dernière, on a fait Saint-Amand-Montrond, donc cette année, c'était Châteauroux. Hein, on alterne entre les deux départements du Berry. Faire attention quand même pour les coureurs à ne pas se déconcentrer, parce que c'est typiquement l'étape où tu peux te faire avoir. Tu sais, tu discutes à droite à gauche parce que tu sais qu'il ne se passe pas grand chose, terre-plein central. Les 20-30 derniers kilomètres vont être extrêmement tendus comme d'habitude dans ce genre de situation. Donc il faudra faire attention. Sur des routes de l'Indre qui ne sont pas en plus extrêmement passionnantes en termes de paysage et de tourisme, parce qu'on va surtout voir des champs moissonnés. Voire certains ont un petit peu cramé aussi pendant les moissons, mais il ne va pas se passer grand chose. Bon, dénivelé positif, 1310 mètres, c'est la 16e étape dans ce classement. Classement de la montagne, 0 points. Classement du sprint, 70 points, répartis entre le sprint intermédiaire, 20 points, et le sprint à l'arrivée, 50 points. On regarde tout de suite la carte de la course. Bon, bah voilà, hein. Sprint intermédiaire au kilomètre 23,5, la belle indienne. Et puis voilà. Non, c'est terrible cette étape parce que... alors 174 km, ce qui reste court. Voilà, hein, les équipes de sprinteurs vont contrôler pendant toute la journée. On ne devrait pas avoir plus de spectacle que lors de l'étape de Laval. C'est ça qui va être sympa. Hein. Il est sympa ce week-end. Hein. Entre Mur de Bretagne, l'étape de Laval, l'étape de Châteauroux, je crois que ASO fait tout pour qu'il n'y ait pas de téléspectateurs derrière la télévision. Hein. C'est con pour un week-end. Donc voilà du côté de cette étape, donc la Touraine et puis ensuite le Berry avec l'Indre. Voilà, du côté de cette étape. On regarde le final, pas hyper technique, c'est un final qui est connu, c'est l'arrivée Cavendish, il n'y a pas vraiment de changement. Zone de sprint dans les 5 derniers kilomètres, alors là aussi il va falloir m'expliquer parce que là il n'y a pas de danger jusqu'aux 3 km. La règle normalement c'est 3 km. Normalement, la règle ne doit être modifiée que dans des circonstances particulières, cette règle des 3 km, si véritablement il y a des dangers entre 4 et 3 km ou entre 3 et 5 km. Là, il n'y a pas de danger. Donc normalement, il y a un rond-point. Voilà, un rond-point. Donc normalement, un rond-point et deux ronds-points, on va être dans cette zone-là. C'est pas du grand danger. Normalement, c'est la règle des 3 km qui devrait s'appliquer. Pas 5 km, parce qu'il n'y a pas de danger majeur du côté de ce parcours. Donc on arrive par Châteauroux, par des grandes routes, hein, vraiment, où là il y aura peut-être un petit peu, ça va frotter peut-être pour se placer. Premier rond-point ici, premier rond-point pardon, ici. Voilà, c'est une grande avenue, donc vraiment pas de soucis. Là il faut traverser la place aussi, c'est les 2 points techniques. Et puis le rond-point ici, donc on passera que d'un côté de la route, hein. On passera que par la gauche du côté de son rond-point. On continue aux 3 km, là pas vraiment de soucis, on passe au-dessus des chemins de fer. Virage à 90 sur la gauche, à 2300 mètres. Faire attention sur cette avenue-là. Alors normalement, les dernières années, tu pouvais prendre l'avenue que d'un côté et pas des deux, parce qu'il faut savoir que... Alors, on a ça dans le Berry, c'est un peu une spécialité, je dirais. Vous avez des avenues où parfois il y a un parking au milieu. Il y a ça aussi dans d'autres coins. C'est le cas de ce boulevard où vous avez un parking au milieu. Donc ce qui fait que si vous ne coupez pas la route d'un côté ou de l'autre, bah, vous pouvez passer de deux côtés de la route, mais avec quasiment 3-4 mètres de large entre les deux bouts de peloton. Donc là, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque une partie du boulevard. Vous pouvez le prendre que d'un côté. Et puis ensuite, donc, dernier virage à 90, 1,5 km de ligne droite. Donc autant vous dire que vous voyez l'arrivée de très très loin. Donc vraiment aucun souci de ce côté-là.
1,6 km même à vue, et 6 mètres de largeur de route. Donc là, c'est presque une avenue royale. Du côté de cette journée, la carte, on part donc de Chinon. Et puis, eh bien, on va aller du côté de Châteauroux. Vous voyez, on passe pas par beaucoup de grosses communes. Hein. L'Indre, c'est pas très connu pour ces villes extrêmement habitées. Donc voilà, ça va être assez calme en termes de paysage du côté de cette étape. Voilà, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent. Puis si vous continuez un petit peu par là, alors la carte a disparu, mais vous avez Saint-Amand-Montrond, là où j'ai ma souris, un petit peu plus loin, voilà. On regarde tout de suite le tourisme du côté de cette journée. On commence bien entendu par la ville départ, Chinon. Chinon, qui est une ville avec une belle forteresse autour de Chinon. Vous avez donc cette belle forteresse royale de Chinon qui date du 10e et du 12e siècle. C'est un style médiéval. C'est Henri II Plantagenet qui est désigné héritier de la couronne d'Angleterre et il va faire de Chinon sa capitale continentale, ce qui fait que le château va prendre des dimensions importantes à ce moment-là. Entre Henri II et Aliénor d'Aquitaine, on va avoir 8 enfants. L'un d'eux deviendra Richard Cœur de Lion. Et en 1173, Henri II fait enfermer Aliénor à Chinon avant de l'envoyer en résidence surveillée en Angleterre. C'est pas quelqu'un de très sympathique. Chinon sera aussi sa dernière demeure abandonnée de ses enfants. Voilà, il y meurt le 6 juillet 1189. Il va construire également le fort Saint-Georges ainsi que son palais. Philippe Auguste en 1205 va s'emparer de la place après un siège de 9 mois. Et la cour de Charles VII s'y installe. Et c'est là où Jeanne d'Arc va le rejoindre pour lancer cette offensive importante du côté de la guerre de 100 ans. Alors la forteresse va être inapte à la guerre moderne, il va perdre de son importance et va tomber en ruine. Voilà. Alors une vaste campagne de restauration a débuté en 2003 pour l'ouvrir au public. Voilà, cette forteresse royale de Chinon. Et puis vous avez également la ville de Chinon qui est très jolie. Je vous montre ce plan. Donc vous avez la ville fort, noyau primitif de Chinon, est partie la mieux conservée de la ville, ceinturée de remparts au moins depuis le XIVe siècle. Alors vous avez la rue Voltaire, la rue Haute-Saint-Maurice, vous avez des maisons à pans de bois. Voilà, vous avez pas mal de lieux à voir dans cette ville fort de Chinon. Et puis on termine par un dernier endroit à visiter. Du côté de Chinon, eh bien, c'est le musée du Carrois, qui date entre le 19e, entre le 14e pardon, et le 16e siècle, je vais y arriver, qui était un bâtiment de style Renaissance, qui a été la maison des États généraux, et puis c'est là où Charles VII va réunir les États généraux afin de les convaincre de la nécessité de lever de l'argent pour lutter contre les Anglais et les Bourguignons, également qui avaient rejoint les Anglais du côté de la guerre de 100 ans. Il faut savoir qu'il y avait... Voilà, c'était un grand moment de l'histoire de France. Et donc c'est un musée depuis 1973. Alors dans un temps ça a été une auberge, puis une boulangerie. Et donc c'est le musée du Carrois. Qui permet donc d'offrir des collections d'œuvres d'art, des objets illustrant l'histoire locale. La pièce maîtresse du musée est la chape de 5 mesmes qui a été rapportée par Aliénor d'Aquitaine lors de la deuxième croisade. Voilà. On quitte Chinon désormais pour aller du côté de Léméré avec ce château. Ce château de Léméré. Léméré, c'est pas très loin de Chinon. On est à 3,5 km de Chinon sur cette étape. Avec le château du Rivaux qui date de 1445. Alors c'est un château qui a été fortifié au XVe siècle, puis
qui va être humanisé à la Renaissance, hein, donc qui va être vraiment modifié, plus véritablement un château militaire, mais plutôt un château pour dormir, hein, un château pour passer du bon temps. Voilà. Au 19e siècle, le château devient un lieu de stockage du blé. Donc on va complètement arrêter ces fastes d'antan. Voilà. Et puis les propriétaires, depuis 92, entament une restauration qui est récompensée par plusieurs distinctions. Et le château, qui était un château important hein, au 15e siècle, eh bien, était réputé pour ses écuries. Et Jeanne d'Arc va effectuer une halte pour s'y fournir en chevaux avant de rejoindre le siège d'Orléans. Voilà. Et c'est un jardin remarquable également, c'est pas seulement un monument important de la région de Chinon. On passe du côté de Richelieu. Alors j'ai oublié de prendre une photo du côté de Richelieu qui est connu eh bien, pour son enceinte. L'enceinte de Richelieu, voilà le cardinal de Richelieu qui a donné le nom à cette ville nouvelle. Dans les années 1630-1640, qui va décider de transformer le village où il était né en une ville qui va être tracée par l'architecte du château, Jacques Lemercier. Vous retrouvez donc des fossés, des murs d'enceinte, des portes monumentales, des rues symétriques également, et des maisons alignées. Le mur d'enceinte subsiste en grande partie, de même que les 4 portes. Voilà. Donc c'est une ville très intéressante. Alors, le château de Richelieu, lui, a presque été entièrement démoli. Voilà, donc c'est un lieu intéressant et qui bénéficie d'un plan de sauvegarde depuis 1997. On poursuit avec une ville importante pour le cyclisme, la ville de Châtellerault. Alors Châtellerault, c'est connu pour les frères Chavanel, mais c'est connu également pour son pont. Son pont Henri IV, voilà, construit entre 1571 et 1609. Un premier pont de pierre avait été construit, puis il est endommagé par les crues et la guerre de 100 ans. Et donc on va faire une reconstruction. Et il a failli être détruit par les Allemands en 1944, mais cela n'a pas été fait. Peut-être qu'ils ont été émerveillés par la beauté de cet ouvrage. Et puis, bien entendu, du côté de Châtellerault, on pense à Sylvain Chavanel, qui a notamment remporté le Grand Prix de Plouay, ou encore 3 étapes de Paradis, mais également 3 étapes sur le Tour de France du côté de Sylvain Chavanel, notamment en 2010 où il va en remporter 2. Pour ceux qui s'en rappellent, voilà, 2 étapes, là c'est la 2e victoire, c'est en 2010. Il va porter également le maillot jaune du côté de l'étape de Spa. Et puis, une étape qui avait été marquée par la pluie également. Et puis, il ne faut pas oublier son frère qui a fait 3 fois le Tour de France, qui a remporté des étapes sur le Tour de l'Avenir, sur la Coupe de France également en 2007. Et puis, il a été lanterne rouge également du Tour de France en 2015. Voilà. Et puis, il y a eu pas mal de coureurs qui sont passés par Châtellerault ou qui sont nés à Châtellerault dans l'histoire du Tour de France. Vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur le site du Tour de France et voir les autres coureurs qui sont nés du côté de Châtellerault. On poursuit maintenant nos pérégrinations du côté de la Roche de Coussay-les-Bois également. J'ai oublié, je crois, Coussay-les-Bois. Aussi de vous parler voilà, du château. J'ai oublié de mettre une photo du château, j'étais pas réveillé quand j'ai préparé la vidéo. Qui date du 15e siècle, un style médiéval, voilà, du côté du château de la Vervolière. Voilà, si vous avez envie de visiter Coussay-les-Bois. Et donc oui, la Roche-Posay qui est connue pour sa station thermale et ses crèmes également, hein. C'est une marque de crème très connue, la Roche-Posay. Alors déjà, on va parler du donjon de la Roche-Posay, construit entre le 11e et le 14e siècle. Le donjon actuel faisait partie
L'idée était bien entendu de protéger la région. Hauteur du donjon 23 mètres et l'épaisseur des murs 2 mètres 50. Alors il y avait 2 étages supplémentaires qui existaient, mais ces 2 étages ont disparu. Et puis bien entendu la roche posée, donc station thermale du côté de la roche posée, avec des eaux qui vous permettent de soigner notamment les maladies de peau. Il faut savoir que dans les crèmes de la roche posée, normalement il y a un petit peu d'eau thermale à l'intérieur. Voilà. Et puis vous avez également des restes de remparts du côté de la ville de la roche posée, si vous décidez de faire un tour du côté de la station thermale. On poursuit avec la ville de Yzeure-sur-Creuse. Yzeure-sur-Creuse, avec le musée Minerve qui date de 1972. Le musée Minerve qui abrite 52 des blocs découverts lors des travaux de l'église. Également une cuve de sarcophage qui a été trouvée plus récemment, car on a découvert, donc voilà, ça retrace un petit peu les fouilles qui ont été réalisées depuis 1895. Et quand on a voulu faire une nouvelle église, comme souvent dans la région, on a creusé, et c'est en creusant qu'on a découvert des blocs, notamment des blocs importants, des piliers, des monuments également à l'intérieur. Donc ce musée retrace toute cette épopée. On poursuit du côté de cette étape après être passé en Touraine. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, on est passé en Touraine du côté de cette étape. On fait un petit passage par la Vienne également, du côté de cette étape, bien entendu, Châtellerault, ça fait partie de la Vienne. Et puis donc l'Indre qui va nous permettre de finir cette étape. Alors avant de passer dans l'Indre, on a la ville de Preuilly-sur-Claise. Voilà, Preuilly-sur-Claise avec son château. Qui est du Lion et musée de la Poterne. Alors ce château du Lion qui date du XIVe et du XVe siècle. C'était la première baronnie de Touraine. Voilà. Et en 930, le vicomte Hatton qui va y construire un château qui va s'appeler le château du Lion, qui va être détruit. Et puis au XIVe siècle, la forteresse va soutenir plusieurs sièges contre les Anglais qui vont ne pas résister, enfin on va pas résister face aux Anglais et qui vont démanteler cette forteresse. Il va être restauré en 1422. Et Charles VII va confier l'éducation de sa fille Jeanne dans ce château. Voilà. Et puis à partir de 1650, les barons établirent leur résidence un petit peu à côté, à Azay-le-Pharan. Et le Féron, ils vont abandonner ce château. Voilà. Et puis on arrive désormais dans l'Indre, et du côté de l'Indre on va commencer par Déol qui est à côté de Châteauroux, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, hein, il faut le dire, du côté de l'Indre, et cette abbaye Notre-Dame de Déol qui date de 971. On a des vestiges qui subsistent de cette abbaye, qui sont le clocher, notamment la crypte, le mur sud de la nef, ou encore la porte de jonction avec le cloître, la prison des moines également. C'est à cause de la guerre de 100 ans, puis la guerre de religion, qui vont mener à l'abbaye à sa ruine, qui va être détruite au XVIe siècle par des bandes protestantes. Et puis... on va la transformer en carrière de pierre. Voilà. Et elle va le rester carrière de pierre jusqu'au 19e siècle. Et puis on a également l'usine Marcel Bloch, qui est une usine du côté de Châteauroux, usine
très particulière, classée monument historique depuis 1991, construction de 1936 à 39. C'était une usine d'aviation, voilà. Et puis il va y avoir pas mal d'aménagements intérieurs. Alors Marcel Bloch qui va prendre ensuite le nom de Marcel Dassault. Et on va faire pas mal de... Voilà, on va construire pas mal de choses dans cette usine, mais qui est également assez magnifique. Voilà. Donc, monument historique du côté de ce lieu à Déol. À Déol, on est dans la banlieue de Châteauroux, donc on attaque maintenant les monuments de la ville d'arrivée. On commence avec le château Raoul, château qui date... Ce château Raoul, du 10e et qui a été pas mal de fois reconstruit, amélioré jusqu'au 19e siècle. Il est situé place de la Victoire et des Alliés. Son aspect actuel, composé notamment de plusieurs tours, ça date plutôt de 1450. Et puis, pas mal d'administrateurs vont s'y succéder, notamment après la Révolution, notamment Charles-Louis Dupin du Franqueuil, qui est le grand-père de George Sand. C'est vrai qu'on est dans l'Indre, alors on n'est pas totalement dans la région de George Sand du côté de l'Indre, c'est un petit peu plus au nord, je crois, que Châteauroux, mais c'est vrai que l'Indre est bien entendu le département de George Sand. Il y a même un musée, je crois, George Sand. Dans le département de l'Indre. Il est restauré depuis 2012, ce château, et il appartient au conseil départemental. Autre lieu important du côté de Châteauroux, il y a l'US Museum. Eh bien oui, parce que la guerre, c'était pas seulement la Seconde Guerre mondiale, ne se déroulait pas seulement du côté de la côte, du côté de juin 44, et surtout du côté du Berry. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pas mal été touché par la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on était dans la zone, entre la zone libre et la zone occupée. On était un peu dans cet endroit tampon. Donc ce qui fait que pendant 5 ans, on va dire, cette zone a quand même pas mal subi la guerre, et notamment la résistance. Et cette bagarre entre la résistance et les Allemands. Ce qui fait que l'US Museum est important, parce qu'il faut savoir que pendant très longtemps, il y a eu une base américaine à Châteauroux. Et donc c'est une association qui refait vivre cette belle époque, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale, du côté de Châteauroux, où on a découvert pas mal de spécialités américaines. On en reparlera du côté de la gastronomie. Mais il y a aussi pas mal d'Américains qui ont passé leur jeunesse du côté de Châteauroux. On faisait sa formation militaire du côté des GI, parfois du côté de Châteauroux, donc c'était une base militaire importante. Et puis on a également le château et manufacture de draps du parc Balzan, qui est le dernier lieu important du côté de Châteauroux. Alors, deuxième château de Châteauroux, qui date du XVIe siècle. La manufacture, elle, c'est le XVIIIe et le XIXe siècle. Et en fait, c'est une division dans la famille du dernier seigneur de Déol, qui va hériter, qui ne va pas avoir d'héritier mâle quand il va décéder, ce qui fait que la seigneurie de Châteauroux va alors être divisée entre 2 branches de la famille. D'un côté, une branche récupère le château Raoul, et l'autre branche va faire son propre château. C'est celui que l'on voit actuellement, et qui va devenir au 19e siècle le parc Balzan. Voilà. Et à côté, on va construire une usine de 60 000 mètres carrés de style néo-gothique, et qui va compléter l'aménagement du parc. Depuis 1988, le parc est la propriété de la ville, et on a y mené une belle réhabilitation depuis 2016. Voilà. Et donc, on faisait des draps, du côté de cette usine. C'était une usine importante de draps. On passe désormais à la gastronomie de la région.
Et on va commencer du côté de Chinon. Alors bien entendu, Chinon c'est connu pour le vin. Bien entendu, alors, de toute façon on est dans une région de vin, hein. J'ai envie de dire. Mais c'est vrai que Chinon, c'est un lieu important pour le vin. Un vin qui prend de plus en plus d'importance, hein. C'est vrai, parce que Bordeaux recule. Des régions importantes également comme le Champagne, on a un recul, on va dire, des ventes dans ces régions-là. Et c'est vrai que ça profite au vin du centre Val-de-Loire, et notamment le vin de Chinon, qui est une appellation d'origine contrôlée. 2300 hectares, avec comme cépage pour les vins rouges et rosés le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon. Pour le vin blanc, c'est le Chenin. Il n'y a que 13% de rosé et 2% de blanc, c'est majoritairement du vin rouge. Voilà. Alors le meilleur millésime, c'est celui de 1989. Voilà. Et vous pouvez manger des fromages, des gibiers, des viandes blanches également, avec les vins rouges qui sont assez légers. Voilà, c'est pas du vin de quitage, comme on dit. Alors une spécialité liée au vin du côté de Chinon, eh bien c'est la tarte vigneronne, voilà, que vous pouvez voir ici. Alors une tarte qui est faite à partir de pâte feuilletée, garnie de pommes, que l'on va napper à l'aide d'un pinceau, d'un confit de vin rouge de Chinon. Et puis on va lui rajouter également de la confiture de vin. Ensuite, à la fin de la cuisson, ce qui donne cette couleur très rouge, bien entendu. Et c'est une préparation assez compliquée, avec une pâte feuilletée auquel on va rajouter du sucre roux, ce qui va lui permettre de caraméliser, et ce qui va lui permettre d'être plus croustillante. Voilà, et c'est devenu un incontournable du tourisme du côté de la région de Chinon. On a également la fouasse du côté de la région. Alors la fouasse de Touraine, voilà, qu'on appelle également la fouasse rabelaisienne. Voilà, c'est une spécialité boulangère, c'est une petite brioche, une sorte de petit pain cuit au four, origine qui date du Moyen-Âge et qui va connaître un essor grandissant au XVIe siècle. Voilà. Donc la fouasse de Rabelais, c'est une petite brioche cuite au four au bon goût de miel, d'épices et de noix. Et les fouets, elles peuvent prendre la forme plus diverse, voilà, et on en trouve encore de nombreuses. On peut les garnir également de Saint-Maur, de Touraine, de rillettes de Tourne. Donc là, c'est plutôt une spécialité salée, voilà, que l'on retrouve énormément du côté de la Touraine. Voilà, ces petites brioches, ces petits pains. Bien entendu, du côté de Châteauroux, je parlais de l'importance des États-Unis du côté de Châteauroux, et bien l'importance du pain de mie. Pourquoi ? Eh bien, l'entreprise Harris est née à Châteauroux. Et la plus grosse usine de pain de mie et de fabrication, on va dire, de viennoiserie industrielle d'Europe se trouve à Châteauroux. Alors, l'entreprise Harris qui est née donc dans les années 60, en 1965, grâce à la rencontre entre Paul Ricard et les Américains de la base militaire de Châteauroux, juste après la libération. Et ensuite, Paul Ricard, qui va également faire le circuit, voilà, plein d'autres spécialités culinaires, qui va rapporter le savoir-faire du pain de mie. Alors au départ, le pain de mie n'était pas vendu sous le nom de la marque Harris. La marque est née en 1970, voilà, avec le premier pain de mie américain en France, l'American Bread. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs sortes de pain de mie, hein. Vous en avez 3 majoritairement, et puis avec des versions pain complet, hein, vous avez des versions sans croûte également au niveau du pain. Et puis bien entendu, si vous avez été enfant comme moi dans les années 90-2000, vous avez certainement dû manger des doo-wop également, hein, cette petite brioche. Soit c'était les pitchs d'un côté ou les doo-wop de l'autre, voilà, du côté de Harris. Valençay, pas très loin, aussi dans l'Indre, eh bien, on a du fromage à Valençay, un fromage de chèvre très connu parce que il est vendu également en grande surface, hein, le Valençay.
sa période de consommation s'étend de juin à septembre. Ça, c'est la meilleure période pour le Valençay. Alors, l'histoire raconte que le fromage était au départ de forme pyramidale élancée, afin que ceux qui en offraient à Napoléon ne lui rappellent pas sa défaite en Égypte. Eh bien, on a décidé de décapiter le fromage. Voilà, il n'y a plus cette forme vraiment avec la pointe sur le dessus. Et dans une autre version de la légende, en fait, c'est Napoléon lui-même qui aurait tranché la pointe, qui l'humiliait d'un coup de sabre. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est une AOC, donc appellation d'origine contrôlée, et une AOP, appellation d'origine protégée au niveau européen depuis 2014. Voilà, donc c'est un fromage qui est extrêmement protégé. Donc c'est un fromage de chèvre au lait cru et entier. Le lait mis en œuf provient au maximum de 2 traites pour les producteurs fermiers et de 4 traites pour les literies. Alors après le démoulage du fromage, eh bien, il va être salé et cendré en surface par l'ajout de charbon végétal alimentaire, ce qui va lui permettre d'avoir un peu cette couleur grise. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on va rajouter du sel également sur ce fromage. Et pour être commercialisé en AOP, eh bien, ça doit être 11 jours à côté de la date d'empressurage, et il doit y avoir une étiquette individuelle. On termine avec une autre spécialité. Alors l'an dernier, je vous rappelle, on était du côté de Saint-Amand-Montrond, je vous avais parlé du pâté berrichon. On a dit que c'était un truc qui était très lourd, très, très gras. Eh bien, l'autre spécialité de la région, à base également un petit peu de pâte comme ça, de tourte, c'est la galette aux pommes de terre. Ça, c'est la deuxième spécialité du Berry. Vous pouvez en trouver dans tous les supermarchés du Berry, vous allez trouver ça. C'est extrêmement gras aussi. En fait, c'est de la pâte. Voilà, donc c'est de la pâte, et à l'intérieur de laquelle on rajoute une farce de pommes de terre. Voilà. Donc c'est horrible. Voilà, à manger, c'est hyper gras. C'est absolument pas. Voilà, c'est une purée à l'intérieur autour de laquelle on a rajouté de la pâte. Voilà, feuilletée, on va dire, une sorte de pâte. Donc c'est très très lourd, voilà, comme spécialité, c'est pas forcément le truc le plus agréable à manger, c'est un peu trop lourd, voilà. Mais c'est vrai que si vous avez goûté le pâté berrichon, à côté du pâté berrichon, ça paraît presque léger, voilà, pour ceux qui se souviennent de la tête du pâté berrichon. Ça, il fallait suivre les vidéos l'an dernier, déjà. Allez, on passe à la partie histoire. Et donc vous trouvez également dans tout le Berry, vous trouvez, parce que j'ai dit dans le Cher, mais vous en trouvez bien entendu dans l'Indre, des tartes de pommes de terre, vous en trouvez dans tout le Berry. On va revenir sur le Tour de France 2021, la dernière fois que nous sommes arrivés du côté de Châteauroux, avec l'étape numéro 6. Déjà un parcours très plat à l'époque, avec une seule côte au programme, d'une étape qui partait déjà de Touraine, qui partait même précisément de Tours, pour rejoindre Châteauroux. Alors ce n'est pas la première attaque qui va être la bonne. Il faut 5-6 km pour voir un premier groupe important se former. On retrouve une très belle échappée avec Tom Skuins, avec Kasper Asgreen, Nils Polic, Jonas Rickaert. On a également Van Avermaet, on a également Kragh Andersen, De Rent et Zimmermann. Mais le peloton n'est pas fou. Et surtout les équipes de sprinters qui ne veulent pas laisser cette échappée partir parce qu'on a des très bons baroudeurs. Et en plus, Asgreen est à moins de 2 minutes du maillot jaune de l'époque, Mathieu Van Der Poel. Donc l'échappée ne va pas résister au retour du peloton à 130 km de l'arrivée, sauf Greg Van Avermaet qui va poursuivre son effort, rejoint par Roger Kluge. Mais derrière, le peloton va continuer de contrôler avec un écart qui ne dépassera guère les 2 minutes. Et Van Avermaet va passer en tête du classement de la montagne et du sprint intermédiaire à 56 km de l'arrivée. L'écart à ce moment-là est seulement de 45 secondes. Et à 3 km, ils vont quand même résister longtemps avec très peu d'avance. Les deux hommes sont repris malgré une belle résistance. À ce moment-là, Guarnieri, le poisson pilote de Démarre, va chuter dans un virage et ne pourra pas aider son leader. La Quick-Step emmène sous la flamme rouge, mais Alpecin arrive à les déborder à 600 mètres de l'arrivée. Merlier va emmener Philipsen, qui est débordé,
par Cavendish qui s'impose pour la 3e fois à Châteauroux et ça devient Cavendishland, Cavendish City du côté de Châteauroux et il va gagner devant Philipsen et Boigny ce jour-là. Le cycliste du jour, alors l'Indre n'est pas forcément la terre de cyclistes, enfin une terre de cyclisme. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a quand même pas de talent, mais moi j'ai décidé de parler de Kevin Siro. C'était du cyclisme sur piste, pour ceux qui se souviennent de Kevin Siro, né du côté de Châteauroux, qui eh bien, a fait énormément de résultats, notamment médaillé d'argent de l'épreuve par équipe aux Jeux Olympiques en 2008 et 2012. Mais il a été champion du monde de la vitesse par équipe à Manchester en 2008 et à Prusco en 2009. Également médaillé de bronze de la vitesse individuelle en 2009 et 2010, médaillé d'argent en 2008 du côté de cette épreuve. Et puis il a été champion du monde également de vitesse par équipe en 2015 du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines avec Michael Dalmeda et Grégory Boger. C'est vrai que Kevin Siro et Grégory Boger ont passé quand même une grande partie de leur carrière ensemble. Je crois même que quand il fait la médaille de bronze, alors je ne sais plus si c'est en 2009 ou en 2010, il est battu par Grégory Boger. C'est le fameux sprint où Boger arrive à se récupérer. Les deux ont un contact l'un avec l'autre et il arrive à se récupérer Grégory Boger de manière assez extraordinaire. Que dire d'autre du côté de Kevin Siro? Eh bien, il a eu également des médailles aux championnats d'Europe, bien entendu des titres de champion de France également. Et puis il a remporté 2 fois le classement général de la vitesse du côté de la Coupe du Monde de cyclisme sur piste. Voilà, du côté de Kevin Siro, coureur de la Cofidis. Et puis il fera également une année, enfin 2 ans, voilà, du côté de l'équipe de l'armée de terre, voilà, mais il restera sur la piste, pas de course sur route. Du côté de la météo, eh bien, grand soleil du côté de cette météo, avec des températures qui vont aller de 30 à 33 degrés. Par contre, le vent va être peut-être intéressant. Encore une fois, il faut prendre un petit peu des pincettes, avec un vent de dos, 3/4 d'eau, qui va être en fait de sud-ouest, ce vent, entre 20 et 40 km/h, donc on est à la limite un peu basse pour des possibilités de coups de bordure. Vent de sud-ouest, donc il va plutôt taper comme ça, mais il peut taper trop de dos, pas suffisamment de côté, donc là, compliqué de faire un coup de bordure. Donc il faudra voir les zones où ça peut être intéressant, peut-être dans ces portions-là, où le vent va peut-être taper correctement. Donc il faudra se méfier peut-être dans cette zone-là. Donc après La Roche-Posay, voilà, on aura peut-être des situations intéressantes pour pourquoi pas prendre des bordures. Si on regarde un petit peu sur la carte, ouais, du côté de Mézières-en-Brenne, peut-être Azé-le-Ferron, ça peut être des zones intéressantes. En plus, Azé-en-Brenne, on sera à 60 bornes de l'arrivée, donc ça peut être des zones intéressantes. Voilà, au niveau du vent, pour tenter pourquoi pas quelque chose. Bon, vous l'avez compris, si il n'y a pas de coup de bordure du côté de ma stratégie, ça va être une étape d'ennui. Voilà, il faut espérer des coups de bordure du côté de cette journée. Moi, je vois pas de coureur partir en échappée à partir du moment où le sprint intermédiaire est pas intéressant beaucoup trop tôt, et en sachant que demain il y a une étape qui peut vraiment correspondre aux baroudeurs. Donc je pense qu'on partira pas à l'attaque. On aura un sprint massif du côté de Châteauroux. La question est de savoir combien de coureurs seront à l'arrivée. Est-ce qu'on aura 40 coureurs, 50 coureurs? Moi je pense que le vent est... Moi je suis un peu dubitatif au niveau du vent. Je pense que ça va être quand même compliqué de faire un coup de bordure, même si on est sur des coins qui sont très à découvert. J'ai peur que le vent ne soit pas assez fort, voilà, du côté de cette étape, alors que vous venez de voir une magnifique mouche devant la webcam. Mes favoris, Merlier, c'est une belle ligne droite, il connaît déjà l'arrivée, c'est un avantage du côté de Team Merlier. Je mets Milan, je connais pas l'arrivée Milan, mais une ligne droite comme ça, la Lidl est capable de contrôler, donc ça peut être un beau combat entre les deux. Et puis Jordi Meus,
sur un sprint comme ça, très plat, très rectiligne. J'espère qu'il s'est remis, on va dire, de ses chutes, Jordi Meeus, mais ça peut être intéressant. Grosse cote, Dylan Groenewegen, qu'on a peu vu le coureur de la Jayco Alula jusqu'à maintenant. Je rappelle que j'enregistre, parce que je ne vous l'ai pas dit, le 12 juillet, pardon, donc nous sommes samedi, avant l'arrivée de l'étape numéro 8. Donc il peut y avoir des informations sur l'étape numéro 8 que je n'ai pas pour le moment, au moment de faire ces pronostics. Le programme télé, départ fictif à 13h10, il va durer un quart d'heure. La Belle Indienne, le sprint intermédiaire à 150 km de l'arrivée entre 13h56 et 13h59. La Roche Posay à 101 km de l'arrivée entre 14h57 et 15h06. Le passage à Busancé à 44 km de l'arrivée entre 16h11 et 16h26 pour une arrivée prévue entre 17h07 et 17h28. Si les coureurs ne prennent pas trop leur temps sur le bord de la route. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!